Bienvenue dans le débat sur France 24. Une page se tourne après 9 ans de lutte antiterroriste. La France et ses partenaires européens annoncent leur retrait militaire du Mali, mais affirment vouloir rester engagés au Sahel et dans les pays du Golfe de Guinée. Cette annonce a lieu en marge d'un sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, un sommet qui vise à changer la donne des relations entre Africains et Européens. Alors quel va être l'impact du redéploiement sécuritaire de la France et des Européens au Sahel? Quel rôle jouent la Chine et la Russie dans la région? Que devient le Sahel face à une redistribution des cartes sécuritaires et géopolitiques? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Glaser. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, auteur du Piège africain de Macron. En face de vous, Wassim Nasr. Bonjour. Wassim, journaliste France 24, spécialiste des réseaux djihadistes. Bienvenue dans le débat. Tini Vircoulon est à côté de vous. Bonsoir. Chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI. Bonsoir. Et bienvenue également. Et puis en face de vous, Thomas Gassiyou. Bonsoir. Député Agir Ensemble, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, également membre de la mission d'information sur l'opération Barkhane. Alors avant de démarrer ce débat, je vous propose de faire un petit point en images avec Axel Simon. Confirmé, véritable casse-tête logistique, le retrait s'étalera sur une durée de 4 à 6 mois, d'après le président de la République. Il sera effectué de manière ordonnée, avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. Durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la MINUSMA. Concrètement, les 3 bases de Gao, Gossi et Ménaka seront donc vidées, soit 2400 soldats français de l'opération Barkhane qui participent depuis 2014 à la traque des groupes djihadistes dans le Sahel. Au-delà de Barkhane, le retrait français va également entraîner la fin des forces spéciales Takuba, créées il y a moins de 2 ans. Les militaires européens y participant seront repositionnés dans la région frontalière du Mali. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Paris réaffirme toutefois vouloir rester engagé avec les Européens auprès des pays sahéliens et du Golfe de Guinée pour poursuivre la lutte contre le terrorisme. Aux côtés du président ghanéen et du Conseil européen, le président sénégalais présent à la conférence de presse a indiqué comprendre la décision française. Nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Paris a promis de coordonner son retrait non seulement avec la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, mais aussi avec la mission de formation de l'Union européenne au Mali, l'EUTM, qui continueront de bénéficier d'un soutien aérien et médical français sur place, avant le transfert ultérieur et définitif de ces moyens. Et on va écouter tout de suite le chef d'état-major Pascal Yanny, au micro de Cyril Payen et de Franck Alexandre. Alors c'est effectivement une décision significative, qu'on peut qualifier d'historique, puisque nous sommes engagés au Mali depuis 2013. Mais comme l'a précisé le président de la République, on ne parle pas d'échec. Et nous récusons le terme d'échec, de défaite, d'humiliation, de déroute, comme on a pu l'entendre ou le lire au cours des dernières semaines. La décision qui a été prise correspond à un état de fait. Et cet état de fait, il est imposé par les autorités de transition et par la junte malienne. C'est la responsabilité de la junte malienne, ce qui est en train de se passer. C'est elle qui porte la responsabilité, ce ne sont pas les armées françaises. Porte-parole du chef d'état-major, vous aurez pu le voir, Pascal Yanny. Antoine Glaser, Emmanuel Macron récuse totalement l'idée d'un échec français. La France a-t-elle perdu la guerre contre le terrorisme ? Non, elle n'a pas perdu la guerre contre le terrorisme, mais l'échec de Barkhane est avéré, puisque même les militaires le disent eux-mêmes. Ils disent opération Serval était une réussite, tout le monde sait que c'est sur un seul pays, ça a empêché les djihadistes de descendre. Moi, je ne pense pas qu'ils auraient pris la capitale Bamako, mais enfin, ils auraient pris toute une partie du pays. Et bien évidemment qu'ensuite,
ce que dit ça, c'est même off, les militaires, ils avouent maintenant, ils disent, c'est vrai qu'on s'est laissé dans l'euphorie de l'opération Serval, on a créé Barkhane, qui est une armée conventionnelle, et on voit bien d'ailleurs que Emmanuel Macron lui-même, très vite, il s'est rendu compte que cette armée conventionnelle à l'ancienne, à la France-Afrique, avec ses convois, avec les drapeaux français dans le Sahel, offshore, alors que finalement les États ne remplissent plus leurs prérogatives régaliennes, justice et tout dans ces trucs, il a vu qu'il a voulu créer Takuba, justement des forces spéciales invisibles qu'on ne voit pas, tout ce qu'il veut faire maintenant. Mais ok, mais Barkhane, il fallait bien à un moment donné que ça bouge. Alors il y a ceux qui pensent même que le fait qu'il y a des diatribes avec la junte malienne, ça facilite finalement le retrait de Barkhane. Alors pourquoi est-ce qu'il nie ? Pourquoi il nie cet échec ? C'est difficile. D'abord, c'est un truc dont il a hérité. C'est pas lui qui a monté Barkhane. Et très franchement, c'était comme un gros bateau qui a continué, totalement hors sol par rapport aux réalités du terrain et par rapport aux vraies luttes antiterroristes. Au bout d'un moment, les gens se demandaient qu'est-ce que Barkhane faisait dans le Sahel, puisqu'il n'y avait pas les résultats. Et malheureusement, il y a eu quand même 53 soldats français qui ont été tués. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais Barkhane... C'est même, franchement, même les militaires français qui étaient vraiment au cœur de ces opérations, ils disent c'est vrai, on était dans l'euphorie de la France qui se croit toujours chez elle en Afrique. Dans cette euphorie, on a laissé comme ça cette invincible armada qui n'est pas invincible. Qui n'est pas invincible. Wassim, quand on ne gagne pas la guerre, on la perd ? C'est pas vraiment... En fait, l'engagement militaire a atteint des objectifs qui lui ont été mis. Le problème, c'est la capitalisation politique derrière, sur l'opération militaire. C'est quand on est enfermé dans une guerre contre le terrorisme, qui est une guerre contre un mode opératoire, c'est une guerre sans fin. Il n'y a pas d'objectif à la guerre. Ça veut dire que les militaires français ne savaient pas quand est-ce qu'ils auraient gagné la guerre. Est-ce que c'est en tuant des chefs ? Est-ce que c'est en faisant reculer les djihadistes ? Est-ce que quand les djihadistes avancent... C'est en battant les djihadistes. Mais ils n'ont pas été battus. Là, on parlait, je suis d'accord avec Antoine, que l'objectif de prendre Bamako, je ne pense pas qu'il était dans les objectifs des djihadistes, parce que déjà, une grande ville comme ça, où ils n'avaient pas de soutien, ils n'auraient pas pu la prendre. Mais aujourd'hui, alors qu'on parle, ils sont en train de faire des opérations, les djihadistes, pas très loin de Bamako. Donc, est-ce que l'objectif final recherché a été atteint ? Voilà, donc opération militaire, il fallait capitaliser là-dessus. C'est-à-dire au moment où, par exemple, Drogdel a été tué, Aboulid Sahraoui a été tué, du moment où on a la filiale sahélienne d'Al-Qaïda qui dit la guerre avec la France, c'est au Sahel, on ne touche pas au territoire français, ça veut dire que grâce à la pression militaire française, ce sont des objectifs militaires qui auraient pu être, qu'on aurait pu capitaliser autour politiquement. Pour les Maliens, c'est pareil. Les Maliens, ils ont perdu un nombre très important de militaires pendant les opérations, mais ils n'ont pas su réinvestir les endroits qu'ils ont repris aux djihadistes, pas que avec la police et l'armée, mais avec les services, avec la justice. Et donc, ils n'ont pas su non plus capitaliser sur leurs pertes militaires. Donc, cette guerre contre le terrorisme aurait pu durer encore très longtemps. On l'a perdu cette guerre ou pas ? Non, je pense que déjà, il faut redéfinir ce qu'est la victoire aujourd'hui. La victoire face à une armée symétrique, c'est obtenir la reddition et réduire cette armée. Face à un groupe armé djihadiste, c'est totalement différent. Guerre asymétrique. Voilà, je pense qu'il y a 3 points à mettre en œuvre dans l'objectif de l'armée française. 1, on a évité la territorialisation de la menace djihadiste, comme on a pu la connaître en zone irako-syrienne en 2014. 2, on a réduit profondément les capacités des groupes armés terroristes, en neutralisant beaucoup de leurs chefs, en cassant les chaînes logistiques. Et 3, l'armée malienne, qui était quasiment inexistante en 2013, a aujourd'hui davantage de capacités opérationnelles. En 2013, c'était 10 000 hommes. Aujourd'hui, c'est 40 000. Donc oui, elle n'est pas encore assez performante, mais d'un point de vue militaire, des objectifs importants ont été atteints. Ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement le relais de l'État malien, le fait que les accords de paix qui ont été signés avancent, le fait que l'État se redéploie sur le terrain, puisque l'armée française n'a pas vocation à être une armée de substitution. Antoine Glaser, vous voulez réagir sur ce qu'a de dire justement Thomas Guessignon ? Oui, mais c'est pour ça que c'est vrai que ce n'est pas une armée de substitution. Et très souvent, que ce soit même au niveau de la jeunesse africaine, il y avait une sorte d'anachronisme historique. On a l'impression que l'armée française étant là, avec l'armée française, il y avait tout le dispositif intégré de la France-Afrique à l'ancienne, ce qui n'est pas le cas. Mais dans cette victoire contre les djihadistes, il n'y avait pas les coopérants pour exercer l'éducation. Dans cette victoire contre les djihadistes, non, les djihadistes, parce que le problème, ce n'est pas les djihadistes seulement. C'est des groupes armés en tout genre, c'est du trafic en tout genre. Et c'est tout. Les djihadistes, ils ont déjà gagné, ils ont fait fuir les Occidentaux depuis le Soudan, depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. Il n'y a plus d'Occidentaux dans cette région. Et en l'occurrence au centre du pays.
au centre du Mali. Après, l'opération telle qu'elle a été décrite par M. Gassiou, c'est qu'effectivement, après la réunion de Pau en 2020, l'État islamique a été contenu, mais il a été aussi contenu à la faveur de sa guerre avec Al-Qaïda, au même moment où le JNIM et Al-Qaïda se déployaient dans le tissu sociétal et dans le tissu local d'une manière assez très politique. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il y a un danger qui était danger sécuritaire, celui de l'État islamique, et un danger politique qui est celui d'Al-Qaïda, qui peut devenir insécuritaire. Donc comment jongler avec tout ça? Je voudrais dire que je refuse totalement le terme de France-Afrique. L'armée française est au Mali et au Sahel à la demande des autorités sahéliennes. Et le président Macron n'a eu de cesse de redemander lors des sommets la demande des Sahéliens. Premier point. Secondement, l'évolution de Barkhane a déjà été actée depuis un certain temps. Dès le sommet d'N'Djamena, le président Macron de faire évoluer l'opération Barkhane vers davantage de Takuba, avec effectivement une empreinte plus légère au sol, moins de visibilité et davantage de soutien aux forces locales. Oui, lorsque je parle de France-Afrique, c'est l'impensé de la France-Afrique. Ça veut dire dans la jeunesse africaine, il y a l'impensé de la France-Afrique. Et c'est certain qu'une armée conventionnelle comme Barkhane, c'est pour ça que d'ailleurs malheureusement que les convois de Barkhane sont fait caillasser au Burkina Faso et au Niger, parce que l'impensé animé par des réseaux sociaux, autant en France que sur le terrain, c'est la réalité du terrain. Thierry Vircoulon, vous aviez écrit que la France ne se retirerait pas du Mali l'année dernière, il me semble, dans un article. Vous avez été surpris de ce retrait, du coup? Je n'ai jamais écrit que la France ne se retirait pas du Mali, mais j'ai au contraire écrit que non seulement elle se retire du Mali, mais elle risque de se retirer d'autres pays, contrairement à ce qu'annonce le président de la République, puisqu'en fait l'acceptabilité ou l'acceptation populaire de cette mission et de la présence de l'armée française, pas simplement de la mission Barkhane, mais de la présence de l'armée française dans tout le Sahel, n'existe quasiment plus. En fait, là, on parle de guerre, la guerre n'a pas été perdue, premièrement parce qu'elle n'est pas terminée et qu'elle risque de durer malheureusement encore longtemps, mais surtout, mais ce qui est très important à mon sens, c'est qu'elle est perdue dans l'opinion publique sahélienne. L'opinion publique sahélienne rejette la présence de l'armée française. Ce n'est pas parce que les chefs d'État au Niger notamment ou au Sénégal, etc., disent maintenant devant la tribune qu'ils sont ravis que les militaires français se redéploient dans leur zone, que leur population le sont. Et ça, c'est très grave parce que l'armée française, ou les autorités politiques françaises plutôt, ont perdu la bataille des cœurs et des esprits, comme on dit. Tout simplement parce qu'on se souvient de l'accueil, justement, il y a 9 ans. Oui, on est passé d'un accueil triomphal aux manifestations anti-françaises devant les ambassades de la zone, tout simplement parce que l'insécurité s'est répandue. On dit on a gagné la bataille contre les djihadistes, mais le terrain maintenant n'est pas simplement une question de djihadistes. Il y a une carte des acteurs de l'insécurité qui est quasiment infaisable parce qu'ils ont proliféré, ils se sont multipliés. Et la vérité, pas la vérité, mais quand on regarde la dynamique conflictuelle depuis plusieurs années, on se rend compte que l'armée française est dépassée par cette dynamique. L'armée française n'a qu'un seul objectif, c'est de tuer des djihadistes, comme on le disait, mais à côté d'eux, il y a une prolifération de milices locales, il y a une guerre civile au Mali qui ne dit pas son nom, et celle-ci a débordé sur le nord du Burkina Faso maintenant. Donc il y a une situation conflictuelle qui est ingérable et qui pour les populations sahéliennes est le premier choc qu'elles prennent. Et qui va être le pire nombre de djihadistes que nous tuons, eux subissent des pertes. Ça sera pire avec le retrait, justement, des Français et des Européens? Alors, au Mali, on va voir ce qui va se passer sur le plan sécuritaire et on va voir surtout comment les Russes peuvent remplir le vide qui va en effet être créé. Les Russes et d'autres, d'ailleurs. On peut penser aux Algériens, on peut penser aux Turcs, etc. On va voir donc comment ça va se passer au Mali. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où, en effet, il n'y aura plus d'intervention directe et cinétique, comme on dit à l'armée, sur le territoire malien, soit d'autres acteurs étrangers, d'autres puissances étrangères devront le faire, soit en effet ça débordera encore plus sur les autres pays de la région. On va revenir justement sur ces autres pays, mais avant cela, Thomas Gassiou, 6 mois pour se retirer totalement, manifestement, c'est ça, c'est court, non? Oui, 6 mois, c'est assez court, mais si vous me le permettez, je trouve qu'on focalise beaucoup sur l'armée française. Aujourd'hui, on n'est pas sur un problème bilatéral entre la France et le Mali, mais sur un problème entre le Mali et l'ensemble de ses partenaires africains et les partenaires européens. Ce ne sont pas que les Français qui ont subi des entraves, ce sont également les Danois, c'est également la MINUSMA. Deuxième chose, quand vous êtes une armée étrangère, que vous intervenez dans un pays, effectivement, vous arrivez toujours en libérateur, mais dans les yeux du pays, vous finissez toujours, au bout d'un certain temps, il y a une fatalité d'être vu comme une armée d'occupation, quelle que soit la qualité de vos soldats. Donc fallait-il partir avant ?
Moi, j'ai préconisé dès 2020 de rester autrement, c'est-à-dire d'alléger notre empreinte, et c'est ce qu'a proposé le président Macron et N'Djamena, et de faire davantage de Takuba et moins de Barkhane, c'est-à-dire d'être moins visible en premier et davantage en appui pour justement lutter contre ce sentiment qu'on est une armée de substitution aux forces maliennes, alors qu'on aurait dû être une armée davantage pour appuyer les forces maliennes. Wassim, justement, ça pose la question sur la présence de la MINUSMA également. Donc, quid de cette présence? 14 000 militaires et policiers sur place? Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la présence, parce que si la MINUSMA ne profite pas de l'appui aérien de la France, elle ne pourra pas opérer d'une manière assez efficace sur le terrain, sachant que, il faut rappeler, c'est la mission de l'ONU la plus meurtrière aujourd'hui. La MINUSMA paye un très très lourd tribut dans cette guerre, que ce soit des armées africaines, que ce soit l'armée égyptienne, l'armée togolaise, même les Allemands se sont pris un attentat suicide il y a quelques mois de ça. Donc, elle va se retirer. On ne sait pas encore. Les Allemands ont dit que peut-être qu'ils se retiraient. Par exemple, pour faire voler leurs drones, les Allemands sont obligés maintenant de donner un préavis de 36 heures aux autorités maliennes. Donc ce sont aussi des entraves que les autorités maliennes aujourd'hui posent à cette force, sachant que, par exemple, les évocations médicales, c'est l'armée malienne qui en profite en premier lieu. Donc ça c'est un grand questionnement aujourd'hui, et c'est la question qui se pose aussi, parce que le retrait au sol, est-ce que ça va être suivi par une interdiction de vol pour les armées françaises au Mali? Ça, on ne le sait pas encore. Et donc, s'il y a interdiction de vol, encore une fois, et la MINUSMA ne profite plus de l'appui aérien français, ça sera encore une autre paire de manches. Thierry Vercoulon, ça risque tout de même de manquer peut-être aux Maliens, cette MINUSMA? Pas tellement quand on écoute leur opinion sur la MINUSMA, parce que son opérationnalité est quand même très faible et elle a surtout un rôle politique plus que militaire. Son avenir se jouera au Conseil de sécurité, donc ça va concerner les membres du Conseil de sécurité. Dans quelques mois. Et on voit mal ces membres demander le départ de cette mission. Il faut se rappeler que par exemple la MONUSCO existe au Congo depuis 1999. Et alors pourquoi est-ce qu'elle ne se retire pas? C'est le symbole, c'est la présence politique malgré tout? Oui, c'est un symbole politique, et c'est parce qu'il y a un consensus au niveau du Conseil de sécurité où on préfère dépenser 1 milliard par an plutôt qu'avoir une solution politique. Donc voilà, mais je pense que autant l'UTM évidemment qu'une mission européenne va partir, parce que c'était quand même la France qui est lead nation sur l'engagement européen. Mission de formation, c'est ça? Une mission de formation. Les Allemands sont quand même les Allemands partiront aussi. Il faut quand même être clair, c'était la France qui joue le rôle de lead nation au Sahel pour les Européens, et à partir du moment où il y a une crise diplomatique entre Paris et Bamako, les Européens en pâtissent. Antoine Gazer, donc c'est la fin de Takuba, la fin de... La France est la nation cadre. Moi, je pense, de toute façon, c'est un changement d'époque qui correspond à une réalité de terrain. C'est vraiment maintenant le Mali des Maliens et l'Afrique des Africains. Et donc, on est dans une période vraiment historique. C'est pas simplement le retrait de Barkhane. Même si on sent bien, d'ailleurs, le président Macron, on voit bien, si c'est pas trop, voilà, on va aller d'abord dans le pays voisin. Déjà, il faut sortir déjà les militaires de Barkhane, peut-être sans doute par le Niger de façon terrestre, mais ça prend du temps, c'est dangereux, etc. Et c'est un retour vers les côtes. C'est un retour vers les côtes. Ce matin, le président Emmanuel Macron, il parlait de l'initiative Accra. Accra, c'est une initiative avec le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. C'est le retour sur les côtes à l'ancienne. Et le dernier drapeau français, ça sera celui du Tchad, parce que ça, c'est là où c'est le bastion de l'armée française. Alors, quel va être l'impact de ce retrait, en tout cas français et européen, sur la sécurité au Sahel? On va écouter le président sénégalais, président donc de l'Union africaine, Macky Sall, qui lui s'inquiète de ce retrait. La lutte contre le terrorisme est devenue, depuis plus d'une décennie, un défi majeur pour l'Afrique. Et nous ne voulons pas que le continent devienne le ventre mou du terrorisme international. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment poursuivre avec nos partenaires européens les efforts solidaires déjà engagés de longue date que nous avons toujours salués. Thomas Guessio. Alors, ce qui est sûr, c'est que le président Macky Sall, mais également Alassane Ouattara, eux, se disent qu'une sécurité uniquement africaine, ça ne sera pas suffisant face à la menace djihadiste. Je pense que la demande est claire. Il y avait également le président de la CEDEAO en exercice qui demande à la France de rester, de continuer son appui à la France et aux Européens. Et si aujourd'hui il y a un repositionnement
avec l'épicentre au Niger, mais repositionnement qui avait déjà commencé, qui avait déjà été annoncé au sommet de N'Djamena, c'est aussi que la menace se déplace vers le sud. Les grandes internationales djihadistes n'ont pas fait mystère de leur volonté de s'étendre en Afrique de l'Ouest, de faire la jonction avec d'autres groupes, notamment ISWAP au Nigeria, et c'est pour ça que la posture devient régionale, et on salue l'initiative d'Accra, qui permet effectivement aux pays du Golfe de Guinée, Burkina Faso, Togo, notamment Bénin, de collaborer ensemble dans la lutte anti-djihadiste. Bonne initiative donc, Antoine Glaser. En tout cas, bonne ou mauvaise, en tout cas, c'est l'initiative qui reste, c'est quand même dos au mur et dos à la côte. Ça veut dire, on voit bien que c'est un problème. C'est celle qui reste. Par rapport aux objectifs qui de toute cette zone sahélo-saharienne, il y a le grand acteur masqué de la région qui est l'Algérie, dont on parle peu. Je veux dire, tout ça, c'est comment est-ce que ça va se faire? Les relations entre la France et l'Algérie par rapport au nord du Mali, tout ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer réellement. On a l'impression que la France descend finalement sur les côtes à l'ancienne. Wassim, est-ce qu'il y a les Russes, les Turcs, les Chinois, finalement, eux, ça va être aussi l'occasion, je dirais, d'augmenter encore leur présence. C'est pas l'occasion, ils sont déjà là. Tout le monde essaie d'avancer ses pions en Afrique comme il peut. Mais est-ce que finalement, il y a une sorte de retrait français et puis, après, je sais pas. Moi, évidemment, il faut juste par rapport au mouvement djihadiste. Donc, on sait déjà, l'État islamique n'a pas de capacité de descendre sur la côte. Ça, c'est voilà. Les djihadistes ne cherchent pas à aller sur les côtes, tenir les ports, etc. Ça, c'est pas possible. Pour eux, ils n'ont pas de quoi faire. Mais il y a une volonté d'harceler les pays du Golfe de Guinée aux frontières pour essayer de sanctuariser, ce qui est tout à fait normal, entre guillemets, dans un processus stratégique cohérent, pour sanctuariser leur centre qui est au Nord Mali et aujourd'hui dans le centre du Mali. Même eux-mêmes, les djihadistes, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'unités disciplinées pour répliquer ce qui a été fait au Nord Mali et dans le centre, au Burkina Faso, par exemple. Donc d'ici à dire... pour l'instant, oui, mais après, voilà, donc la réponse... Donc, juste pour vous dire, donc la réponse militaire qui a été pendant 9 ans donnée sans capitalisation politique derrière, ne les a pas empêchés d'avoir ce sanctuaire aujourd'hui. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faits avec le G5, un peu plus loin vers la côte. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Ça veut déjà dire un État islamique prochainement, peut-être au Mali, Thierry Vircoulon? Oui, un des scénarios les plus probables, c'est qu'en effet, la junte malienne fasse le lit des islamistes et qu'on ait à terme l'arrivée un arrangement entre la junte et les islamistes et plus tard des islamistes au pouvoir. Alors non pas dans leur version Al-Qaïda ou l'État islamique, mais plutôt dans leur version politique actuelle, c'est-à-dire l'imam Dicko, etc. Et une confessionnalisation du Mali. Et de toute façon, cette tendance à la réislamisation, comme on dit, est une tendance de fond dans la région qui se manifeste aussi très clairement au Niger. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que voilà, il suffit simplement de se redéployer sur une deuxième ligne pour où dire il n'y a que pas de problème. Tout va bien. Ouais. C'est une deuxième ligne qui est aussi extrêmement problématique et qui sera aussi très problématique pour les autorités françaises si elles continuent à gérer cette guerre de cette façon. Thomas Gassillou, surtout, là, on parle d'islamisation du Niger, le Niger qui devient l'allié, a priori. Mais par exemple, regardez, la Mauritanie, c'est une république islamique de Mauritanie. La Mauritanie a eu une problématique similaire avec Al-Qaïda. Depuis 2011, il n'y a pas eu un seul attentat en Mauritanie. Il y a eu des choses qui ont été faites, donc la force qui a été utilisée, mais aussi les voies de négociation et les voies de compromis. Il y a la charia dans la Constitution. Mais il y a beaucoup de choses. En Mauritanie, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la prise en compte des autorités sur les sujets sécuritaires, avec très rapidement, depuis 10 ans, la prise en compte de ces sujets, les GSI, enfin, qui ont été mis en place. Absolument, ils ont fait les deux. Ils ont couplé l'action. Et il y a une volonté des autorités mauritaniennes de porter des services publics sur l'ensemble du pays. Il n'y a pas la césure qu'on peut connaître au Mali. Je voudrais quand même rajouter... Mais le Niger, justement. Le Niger est également un pays qui s'est saisi de l'aide apportée. Alors, et on voit bien que parmi l'ensemble des pays du G5, il y a des pays qui réussissent, il y en a qui réussissent moins. Donc il n'y a pas que l'aide internationale qui est en cause, il y a aussi la manière dont les pays se saisissent de ce sujet. Et quand même 2 points importants dans ce qui a été annoncé ce matin. Non seulement, effectivement, il y a la transformation de la nature de l'action militaire. Il ne s'agit pas de refaire au Niger
ce qui n'a pas super bien marché au Mali, d'une part, et d'autre part, il y a l'implication des populations civiles qui ne sont plus considérées que comme des victimes, mais comme des véritables remparts contre le djihadisme. Et donc, c'est les 4 piliers de Pau, mais peut-être avec davantage d'efforts vers le pilier gouvernance et développement. Mais lorsque Thierry Vicoulon parle justement de cette possibilité d'islamisation du Niger aussi, alors que ça devient un peu l'allié aujourd'hui de la France, ça pose problème. La France risque de fragiliser le président Bazoum. Il faut le dire. Ça veut dire, c'est vrai que ça peut le fragiliser. C'est le seul président civil élu de la région. C'est le seul. Tous les autres sont des militaires et ça peut le fragiliser. Et pourquoi ça le fragiliserait, Antoine Gazer ? Ça le fragiliserait parce que vous avez déjà eu des convois de jeunes Nigériens qui ont aussi caillassé des convois de l'armée française, parce qu'il y a une tension, parce que bon, on va pas rentrer dans les choses très précises, mais le président Bazoum, quand il a été élu quelques jours après son élection, il y a quand même eu déjà une tentative de coup d'État dans son pays. Je veux dire, c'est quand même craignos pour lui. Il y a que ce grand frère algérien qui peut le protéger. Le risque actuellement au Niger, c'est en effet un coup d'État comme au Burkina Faso et l'arrivée d'autres colonels, puisque nous on est dans une sorte de vague de colonialisme dans toute la bande sahélienne, où en effet le pouvoir civil tomberait au Niger avec, parce que quand on parle d'islamisation, on parle de ce qui se passe dans la société nigérienne, parce qu'il se passe au niveau politique, avec en plus donc cette vague d'islamisation et tous les militaires qui arrivent au pouvoir actuellement n'ont pas de solution à cette guerre non plus. Et donc c'est pour ça qu'après eux, les islamistes auront, si je puis dire, un boulevard. Après eux, les islamistes. Alors Thierry Vicoulon, Thomas Gassiou, pardon, 80% d'après ce que j'ai lu des éliminations de djihadistes au Sahel étaient le fait de moyens aériens. Donc ça demande quand même beaucoup de moyens. Compliqué. Est-ce qu'effectivement, on va se retrouver avec une menace djihadiste qui pourra aller jusqu'à Abidjan, jusqu'à Dakar ? C'est bien le but justement de réarticuler nos efforts pour justement éviter ça, parce que moi je pense que la progression de la menace djihadiste vers les États côtiers c'est un vrai risque, et justement il faut l'anticiper, il faut permettre aux États qui ne sont pas aujourd'hui pleinement touchés par prévention de les préparer à faire face, parce que par exemple au Nord Bénin on a des signes inquiétants qu'on observe progressivement, et donc mieux vaut prévenir que guérir, j'allais dire, et il faut dès aujourd'hui que ces États engagent des réformes. Mais comment ça va être des forces spéciales? Enfin, quelle est la stratégie militaire? C'est la réalité du terrain. Il y a un très bon rapport de Mathieu Pellerin de l'IFRI qui explique les problèmes entre éleveurs, agriculteurs, les peuls, dans les parcs animaliers. C'est ça le problème, en dehors des problèmes sécuritaires. Donc je veux dire, il y a des problèmes intercommunautaires, il y a des problèmes entre des éleveurs, des agriculteurs, et à partir du moment où les gens vont dans les parcs animaliers pour se nourrir, parce qu'ils ne peuvent pas trouver où se nourrir, et comme les États prennent des sociétés sud-africaines de rangers, etc., pour les chasser, c'est des problèmes socio-économiques de base. Mais pour le coup, je partage ce qui est dit, et je pense que l'élément nouveau, c'est de ne pas faire croire aux pays africains que seuls on sera en mesure de résoudre le problème. On peut apporter un appui sécuritaire, mais la vraie résolution des problèmes, ce sont les États africains qui l'ont eux-mêmes pour trouver des solutions, effectivement, aux problèmes locaux qui peuvent exister, parce que c'est sur la base de ces problèmes locaux que les djihadistes prospèrent. Thierry Vicoulon, ils peuvent faire ça, je dirais, seuls, entre guillemets, les pays africains? Non, enfin c'est un discours qu'on leur tient depuis 20 ans. Qu'ils ont la solution de leurs problèmes. Donc ça n'a rien de nouveau, malheureusement. Et malheureusement, on ne s'interroge pas beaucoup sur la fiabilité des gouvernements qui sont nos alliés dans ces zones-là, pour savoir s'ils veulent vraiment faire le développement, s'ils veulent vraiment résoudre les problèmes socio-économiques dont on parle, etc. Redistribuer l'argent. S'ils veulent, plutôt que de bénéficier d'une rente de sécurité. Vous parliez tout à l'heure d'appropriation en ce qui concerne le Niger, de la sécurité. Enfin, l'appropriation qu'on a notée aussi au Niger, ça a été le scandale au ministère de la Défense de détournement massif de fonds, qui ont été révélés par des journalistes d'investigation nigériens qui, quand ils ont protesté, ont été arrêtés. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas avec des partenaires comme ça que le problème va se résoudre. Bien sûr que la solution doit venir d'eux, mais la situation locale est telle en termes de gouvernance depuis tellement longtemps qu'il ne faut pas compter que tout d'un coup il y a un coup de baguette magique et que parce que Paris dépense quelques milliards ou demande plutôt à Bruxelles de dépenser des milliards, dans cette zone ça va résoudre les problèmes. Wassim, est-ce que ça va devenir une poudrière djihadiste pour faire simple? Après, écoutez, ça veut dire...
Alors on parle là, par exemple, l'État islamique, Al-Qaïda se livre une guerre au Mali, une guerre sanglante. On parlait des populations civiles qui vont être remparts, mais c'est les populations civiles qui en payent le prix. Là, il y a 3 villages Touaregs qui ont été vidés de leur population par Al-Qaïda, les accusant de travailler avec l'État islamique. Une fois qu'ils étaient dans la brousse, l'État islamique les a attaqués, les a massacrés en leur disant de travailler avec Al-Qaïda. Donc les populations locales aujourd'hui dans ces zones de conflit se trouvent obligées, en l'absence de l'État, de choisir un camp. Et les 2 camps présents sont Al-Qaïda ou l'État islamique. Ceux qui restent neutres en payent le prix. Donc on est dans une dynamique aujourd'hui qui est pas nouvelle parce qu'elle a démarré avec l'implantation de l'État islamique en 2015 et qui se greffe sur les dynamiques, les problématiques locales, mais que les groupes djihadistes eux-mêmes essayent de dépasser pour recruter plus large. Donner un autre exemple très précis. Ils parviennent à recruter plus large? Oui, Al-Qaïda parvient à recruter plus large. Il recrute même chez les Dogons maintenant. Avant, il recrute chez les Arabes, chez les Touaregs. Maintenant, il est chez les Peuls et chez les Dogons. C'est une dynamique dans laquelle Al-Qaïda s'est impliquée parce qu'elle fait de la politique. À l'inverse. Qu'est-ce qu'elle leur promet? Une justice. Leur survie. Et la sécurité. Point. Ça ne va pas plus loin. Ni droits de l'homme, ni... Voilà, ça va pas plus loin. Sécurité, justice, tu peux traire ta vache tranquille, tu peux planter ton champ tranquille, et on va te protéger contre les plus radicaux de l'État islamique. Voilà. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, c'est pour ça qu'au sommet de N'Djamena, le retour de l'État était un des points majeurs qui était avancé par la France, que dès le sommet de Pau, encore une fois, il y a eu les 4 piliers. Donc je partage tout à fait ce qui est dit. Et je pense que les autorités françaises et le président Macron partagent également ce constat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut non seulement transformer l'action militaire, mais on incite vraiment les États à faire les réformes nécessaires, à être le plus inclusif possible dans leur gouvernance, pour que chacun se sente bien dans ce pays et que chaque citoyen de ces pays se dise « je préfère aller dans le sens de l'État que d'aller dans le sens des djihadistes ». Qu'est-ce que vous pensez, Thierry Vircoulon, de ce genre de recommandations? Je pense que c'est un discours qu'on tient depuis 5 ans, puisque la stratégie des 3D, elle existe depuis déjà longtemps. C'était développement, diplomatie et défense, et c'était déjà la stratégie des autorités françaises qui disaient voilà, il faut agir sur ces 3 domaines. On voit le résultat aujourd'hui au Mali. Alors qu'est-ce qui est proposé alors? Non, mais ce qui est proposé, c'est surtout qu'il faut s'interroger sur cette guerre qu'on fait. Oui. Et pourquoi on l'a fait? Et donc, quelle est la proposition? Comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que le but, c'est de faire une guerre sans fin où on joue au quilles avec les chefs djihadistes? Où on se dit, c'est très bien, au Sahel, on tue des djihadistes, on fait des listes, on les tue, et donc on a réussi. Alors qu'en même temps, ça détériore la situation sur le terrain et ça monte les populations locales contre nous. Donc, est-ce qu'on va s'interroger un moment dans ce pays? Et je le dis parce que, évidemment, Serval et Barkhane, c'était contemporain des attentats de Paris, du Bataclan. Donc, dans l'émotion, c'était normal que la guerre contre le terrorisme soit justifiée de cette façon pour tout le monde. Mais 6 ans, 7 ans plus tard, avec les conséquences politiques que l'on voit de cette guerre, où on se fait éjecter du Mali maintenant, et demain de d'autres pays dans le Sahel, il faut quand même qu'on réfléchisse aux finalités de cette guerre et à se demander... J'attends un moment qu'un gouvernement définisse la victoire dans la guerre contre le terrorisme au Sahel. Qu'est-ce que ça sera pour que l'armée française dise on a réussi et on peut sortir? Je pense que cet élément a été défini, c'était de mettre les groupes armés djihadistes à niveau des armées locales, donc de former les armées locales et de désorganiser ces groupes. C'est ça l'objectif. Ça, c'était le projet. C'était l'objectif final recherché. Aujourd'hui, malgré tout, je partage des constats, mais je n'entends pas de propositions justement sur ce qu'il faudrait faire. Cette réflexion est en cours. Le président Macron a lancé avec l'ensemble des Européens une refonte de la stratégie en Afrique de l'Ouest. Et d'ici cet été, dans les prochaines semaines, c'était aussi l'objet du sommet hier, c'est justement de faire évoluer les modalités d'intervention. Mais moi, j'aimerais entendre, en tout cas dans l'ensemble des débats qu'on a, des propositions justement sur quoi évoluer, sur quoi accélérer. Je pense qu'il y a une redéfinition parmi les 4 piliers, peut-être des priorités parmi ces 4 piliers, et de continuer effectivement à inciter à la bonne gouvernance, à inciter à des actions fortes en matière de développement, puisque l'action militaire ne sera jamais en tant que telle suffisante. Antoine Glaser, c'est vrai que ça ne marche pas. Non, mais il ne faut pas non plus voir toute cette zone comme une poudrière, etc. Je veux dire, faut aussi savoir qu'en tout cas, il y a beaucoup, on parle de djihadisme, mais il y a vraiment des groupes armés, il y a des tas de trafics en tout genre dans toute la région qui profitent à des tas de gens, y compris au niveau des dirigeants de ces pays africains. Je veux dire, c'est ça aussi, parce qu'à force de dire djihadiste, on a l'impression que les gens à Paris vont dire oh là là, il va y avoir des centaines de milliers de terroristes dans toute cette zone. Mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'on mélange tout. On mélange tout. Ça veut dire, un Français, pour faire court,
qui décide d'aller rejoindre l'État islamique en Syrie et de revenir faire l'attentat ici à Paris le 13 novembre, ça n'a rien à voir avec un Peul qui décide de rejoindre Al-Qaïda au Mali. Et on ne peut pas tout mélanger et mettre au même niveau un terroriste et Yad Agali qui est un homme politique, un notable et qui est sur liste pour être éliminé aujourd'hui. Donc c'est ça, il faut faire du discernement et essayer de comprendre que Barkhane n'est pas une opération policière, il y a une insurrection antérieure aux djihadistes et ça a été traité en tant que tel, avec tous les leviers, y compris celui de parler avec ces gens, d'ouvrir des canaux. Dernière, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce que la France, finalement, fait partie... Est-ce qu'elle se déclasse, finalement, aujourd'hui? Il y a un certain nombre de candidats qui disent ça, de candidats à l'élection, en disant, voilà, la France est beaucoup moins influente qu'auparavant. Moi, je ne le crois pas. La France a montré qu'elle avait la volonté et le courage de mener ce combat, et la France a montré qu'elle avait la volonté d'amener avec elle la communauté internationale, que ce soit l'ONU, les Européens. Qui aurait cru, il y a encore quelques années, qu'on aurait été capable de faire quelque chose comme Takuba? La France a montré sa capacité à être nation cadre et à aligner les Européens vers des positions. Et donc je pense que si Takuba est démonté aujourd'hui au Mali, l'esprit Takuba restera et qu'on va faire des belles choses. En tout cas, on saura tirer les leçons de tout ça pour faire mieux dans les années qui arrivent en collaboration avec les Européens. Antoine Glaser, donc vous restez optimiste, mais les Russes, les Chinois, enfin, je voudrais parler aussi des autres. Parce la que France est dans une ambiguïté totale. C'est la France dit on ne veut pas être en première ligne, c'est fini la France-Afrique, etc. Mais finalement, la France est nation cadre, c'est la France qui décide de tout. En tout cas, c'est ce que disent les autres Européens. Quant aux Russes et aux Chinois, c'est très clair. Ils se sont répartis au niveau de l'Afrique. Les Russes font la sécurité et l'informationnel, et puis les Chinois font l'économie, le business. C'est ce que me racontent mes copains en Centrafrique. Les Chinois font une infrastructure et puis les Russes la sécurité et puis les mines parce que eux, c'est un jeu de go. En Ukraine, c'est avec Vladimir Poutine, c'est vraiment les joueurs d'échecs. En Afrique, c'est les jeux de go, ça veut dire c'est l'opportunisme. Ils vont faire les coucous en Centrafrique, ils vont au Mali et à bas prix. Et en plus, ils se payent c'est la diplomatie qui est autofinancée à partir des mines d'or. Au Mali, et ça sera les mines de diamant en Centrafrique. Donc la France là-dedans, il faut prendre la notion de l'Afrique, de la mondialisation de l'Afrique. La France n'est plus seule. On a l'impression qu'on se croit toujours tout seul dans la région. elle n'est plus seule du tout, Wassim. La France dans la région. Non, il y a un jeu de compétition. Est-ce qu'elle a encore perdu du terrain? C'est ça la question. Il y a un jeu de compétition aujourd'hui où, en fait, il y a une contradiction. Il y a une contradiction pour que les gens... En tout cas, c'est perçu comme une contradiction. Par exemple, les gens sur place, moi j'étais à Nouakchott, j'y ai passé une semaine, on a vu pas mal de représentants africains, j'ai même pu m'entretenir avec le colonel Ouagué, etc. Ils comprennent pas pourquoi la France tient Déby, le fils Déby. Ils disent pourquoi lui et pas nous, très clairement. Donc c'est la guerre des perceptions. Donc même quand il y a des efforts multilatéraux pour faire entrer l'Europe, etc., pour l'Africain, pour les gens là-bas, pour les populations, c'est la France qui mène la danse. Sauf que la France ne mène pas la danse, n'y arrive pas et n'en tire aucun profit. Ouais. Donc on est vraiment dans une situation assez cocasse aujourd'hui. La France fait le gendarme, les autres font le business. Thierry Vircoulon, vous êtes d'accord avec ça? Et les Russes alors donc? Ils sont opportunistes et donc maintenant comme il y a une sorte de nouvelle guerre froide avec eux, ils utilisent l'Afrique comme un terrain d'opportunisme et on se demande d'ailleurs si on est, Antoine disait tout à l'heure, c'est un nouveau monde, etc. On se demande si on va vers un nouveau monde ou si on revient aux années 60. Qui était une époque où, justement, à cause de la guerre froide, eh bien, certains régimes africains avaient choisi le camp soviétique, et notamment le Mali, et avaient mis fin aux relations avec la France. Et donc, je ne sais pas, moi, si on va vers un autre 21e siècle, ou si on n'est pas en train de revenir aux années 60. Il y a une forme de régression? Non, il y a des cycles. En fait, effectivement, la Russie était très présente en Afrique, et notamment au Mali, dans la période post-coloniale. Et effectivement, lors de l'effondrement de l'Empire soviétique, la Russie s'est totalement retirée. Aujourd'hui, effectivement, l'Afrique redevient un enjeu de puissance. On l'a vu en Libye, on le voit en Centrafrique, au Mozambique, aujourd'hui au Mali. Et donc, Français et Européens, il faut qu'on arrive à être dans ce jeu-là, à montrer, à accompagner l'Afrique vers des pratiques de bonne gouvernance, vers la sécurité, et à le faire au profit des populations civiles. C'est quand même ça qui nous distingue. La société Wagner est là-bas pour des questions de ressources financières, par des mines, par ce que leur donnent les gouvernements. Si les gouvernements ne peuvent pas payer, ils iront se servir directement sur la bête, comme ils le font en Centrafrique, en confisquant, on va dire, le retour des douanes. On y est dans quelque chose de beaucoup plus positif.
Antoine Glaser, vous concluez là-dessus. Il va falloir les convaincre alors. Hein. Oui, simplement, encore une fois, il y a une histoire. Il y a une histoire entre la France et l'Afrique. Alors, on est sorti de la France-Afrique, d'accord, mais on a l'impression parfois que la chute du mur de Berlin, on a bien vu la réunification de l'Allemagne et la fin de la guerre froide, on le voit bien en Europe, mais on a l'impression qu'en Afrique, on commence simplement à le voir. Merci beaucoup Antoine Glaser, merci Thierry Vircoulon d'avoir été avec nous, merci à vous Thomas Gassiou, merci Wassim Nas, merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.